Bon, pendant que Claude est en train de bosser, je suis en train de mettre à jour mes réseaux sociaux parce que, comme vous l'avez peut-être vu, il y a du changement dans mon activité. J'ai pas mal communiqué là-dessus sur les dernières semaines, mais depuis mon retour du Japon, euh, envie, besoin de me réinventer, de changer des choses. Et donc je suis en train de, après beaucoup de réflexion, beaucoup de travail en sous-marin, je suis en train de mettre ça publiquement et je vais vous expliquer un peu plus dans cette vidéo pourquoi, comment, d'où ça vient et quelle est la suite pour moi. C'est parti. Bon alors, je profite de ma balade du midi pour vous en dire un peu plus sur mes réflexions et sur pourquoi tous ces changements. Déjà, il n'y a pas vraiment eu de gros dominos, de gros éléments déclencheurs. Il y a eu plusieurs petites choses et plusieurs petites réflexions que j'ai en tête depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. La réflexion principale, je pense que c'est juste l'IA. L'IA, c'est la trame de fond silencieuse qui est en train de toucher absolument tous les métiers, toutes les industries, tous les projets qui existent en ligne. Et évidemment, ce que je fais, y compris tous les métiers liés à l'écriture, liés à l'accompagnement, sont en train de changer radicalement. Et ça fait évidemment depuis que ChatGPT est sorti que je me pose des questions, que je vois ça, que j'essaie de suivre d'un œil. Je sais pas comment prendre mon téléphone. Que j'essaie de suivre d'un œil ce qui se passe et que je me questionne, que je me pose des questions, que j'essaye évidemment de l'intégrer dans mon écriture, dans mon accompagnement et dans tout ce que je fais au quotidien. Et jusqu'à présent, ça a toujours été, je fais tout ce que je fais, enfin je continue de faire comme avant, j'intègre juste un peu plus l'écriture par-dessus. Et je pense que jusqu'à présent, c'était à peu près la bonne manière de faire parce que oui, l'IA a changé plein de choses, mais en même temps, elle ne changeait pas non plus comment on fait les choses. Je sais pas, il y a un peu ce truc bizarre de oui, ça change tout, mais en même temps, ça change pas grand-chose, ou en tout cas, en même temps, les fondamentaux restent les mêmes. Je change de main. Mais en même temps, les fondamentaux restent les mêmes. Donc pas évident de savoir comment se positionner. Mais là, je pense que plus on avance et plus on va avancer, et plus en fait, plus il faut repenser de zéro tout ce qu'on fait avec un prisme IA first. Il faut, je pense, pratiquement, il y a plein d'anciens réflexes et d'anciennes bonnes pratiques, manières de faire, qui sont plus pertinentes aujourd'hui, en tout cas qui méritent et qui doivent être repensées à l'ère de l'IA. Le truc dont je me rends compte, c'est que l'IA, c'est pas une compétence en soi, c'est pas un truc qu'on va vendre. Je veux pas vendre de l'IA, sauf si je vends de l'implémentation métier dans les boîtes, mais ça suppose d'avoir déjà un métier, ça suppose d'avoir déjà un terrain de jeu sur lequel on peut l'appliquer. Et je pense que c'est un peu mon point de vue depuis 2-3 ans, c'est que les meilleures personnes qui utilisent l'IA, c'est les personnes qui sont déjà très solides sur leur métier et leurs compétences. D'où tout le débat autour des juniors. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui quand tu es junior dans un métier ? Je pense qu'il y a d'autant plus de boulot à faire. Il y a le boulot initial de bien comprendre le métier avec son cerveau, et ensuite il y a le boulot de se demander maintenant comment est-ce que je désapprends ce que j'ai appris et que je branche de l'IA par-dessus. Et donc c'est un peu Et donc fort de ce constat-là, je me suis dit, en fait, moi je peux pas continuer juste de faire comme si de rien n'était. Je peux pas juste mettre une petite surcouche d'IA comme je faisais jusqu'à présent. Ou en tout cas, si je continue à le faire, je vais de moins en moins être pertinent et je vais de plus en plus être déclassé par rapport aux autres qui, eux, auront pris ce train en marche. Il faut toujours se rappeler que est-ce qu'on est obligé d'utiliser l'IA ? Non. Mais est-ce que dans une optique de compétition, je veux rester pertinent sur le marché, je veux rester connecté aux enjeux du marché, est-ce que je dois l'utiliser ? La réponse, elle me paraît oui, c'est quasiment indispensable. Et donc c'est pour ça que je me dis qu'il faut absolument que je repense tout. Il faut que je reconstruise de zéro tout ce que je fais et que ce qui occupait mon temps, en tout cas 80%, 90% de mon temps jusqu'à présent, à savoir Sourcewriting, l'accélérateur freelance et communiquer autour de l'accélérateur freelance, il faut que je me réinvente. Et donc c'est pour ça que j'ai pris la décision d'arrêter l'accélérateur freelance et de reprendre moi des missions à titre personnel d'écriture, de ghostwriting, de copywriting, parce que
j'ai besoin de me remettre sur le terrain et j'ai besoin de recomprendre ce qu'il se passe. J'ai besoin de repratiquer par moi-même pour déjà mettre mes compétences à jour, pour utiliser l'IA là-dedans, pour que si un jour je me remette à enseigner des choses, ce soit vraiment pertinent. J'ai fait un post LinkedIn où je disais que tous les conseils qu'on lit sur Internet sont périmés. Et c'est valable dans absolument tous les domaines. Moi, j'aime bien l'immobilier et donc je m'intéresse un peu à ceux qui parlent d'immobilier. 2018-2019, c'était la mode du LMNP. Ensuite, c'était la mode du Airbnb. Aujourd'hui, c'était la mode du marchand de biens. Et en fait, les gens qui ont eu une méthode à un moment vont enseigner cette méthode 2 ans plus tard. Sauf qu'au moment où ils l'enseignent, le contexte de marché a changé, les lois ont changé, l'environnement global a changé, la concurrence a changé. Et donc, les méthodes qui ont marché pour eux, 2 ans, 3 ans après, elles marchent un peu moins, elles marchent même moins pour les personnes qui se lancent de zéro. Et c'est un peu pareil sur les marchés, je pense que c'est aussi pareil pour mon marché. Je pense que tout ce que je faisais encore avec l'accélérateur jusqu'à présent, ça reste pertinent, ça reste... les fondamentaux ne changent pas, mais en même temps, il y a des nouvelles manières de faire, il y a des nouvelles manières de travailler, il y a des nouvelles attentes clients. Et voilà, je veux me reconnecter à ça et je veux comprendre où est-ce qu'on va. Et puis le point important aussi, c'est que depuis le début que j'ai lancé Social Lighting, dans ma posture et dans mes contenus, dans ce que je partage, j'ai plutôt une posture d'expert sachant, à savoir, j'ai réussi à faire un business freelance, j'ai créé depuis tant d'années, je te partage ce que j'ai appris, je te partage ce qui a marché, je te partage ce que je vois sur le marché, donc j'ai plutôt une posture descendante, un peu top-down voilà, je t'enseigne ce que je sais. Là, la vérité, c'est que plus personne ne sait grand-chose. L'IA, on est en train de la découvrir en temps réel, on est en train de faire des tests, on est en train de tous d'essayer de voir comment ça marche. Et je pense que personne ne peut plus se permettre d'avoir cette posture top-down, ou alors c'est, j'allais pas dire de l'escroquerie, mais alors c'est un gros fake it until you make it. Je pense qu'il faut se reprendre une bonne dose d'humilité, il faut reprendre une posture d'étudiant, il faut être prêt à se remettre en question et c'est ce que je fais parce que je pense que dans la vie et encore moins dans le business et encore moins dans le marketing, il n'y a rien de... Enfin, tout est en mouvement, tout n'est que réinvention permanente et donc moi je veux incarner ça et c'est pour ça que dans mes contenus, dans ce vlog, dans ma newsletter, dans mon LinkedIn, je vais d'autant plus embrasser cette posture de l'explorateur. Tiens, j'ai repris des missions, je vais te repartager ce que moi je vois, ce que j'essaye, ce qui marche pas, pour de manière transparente et sans optique derrière de vouloir vendre un truc. Je vendrai à nouveau certainement des produits parce que j'ai un business à faire tourner et parce qu'il faut que je gagne ma vie et parce que je pense que ce que je vais apprendre ça a de la valeur. Mais avant de pouvoir être légitime à repartager des choses, il faut moi-même que je comprenne ce qui vaut le coup et où on va. Et donc c'est un peu plus la posture que je veux avoir dans les mois qui viennent. Bon, évidemment, face à ces changements, on peut regretter le fait qu'il fasse encore réapprendre des choses, que tout est en mouvement. Je pense que depuis 15 ans avec Internet, ce qui est bien la leçon qu'on retient, c'est que la phase éducation de notre vie, elle ne s'arrête pas à l'école, elle ne s'arrête pas à 18 ans. Il faut être prêt à se réinventer et à apprendre toute sa vie. Et on peut le voir comme une contrainte, on peut le voir comme un problème. On pourrait se dire, quand est-ce que je me repose? Et il faut bien se garder en tête que la vie s'en fout, que le marché s'en fout, que les gens s'en foutent de nous. Et que tout n'est que réinvention permanente. Et qu'il faut rester étudiant toute sa vie. Et moi, je trouve ça magnifique parce que y a toujours des choses à apprendre, parce qu'il faut rester en mouvement. Et parce que quand on est curieux, c'est génial. C'est une chance inouïe C'est sûr que voilà, on aimerait être dans le confort, mais la vie, c'est pas le confort. La vie, c'est l'évolution, c'est survivre, c'est continuer à se battre pour exister, pour manger. Et je pense que ce côté-là, il faut l'embrasser. Sinon, on risque d'être vite déçu, très vite déçu et de pas s'en sortir du tout. Bon, et en parallèle, évidemment, de tout ce que je fais avec Claude, je m'occupe de mon jardin parce que c'est bientôt l'été. Et hop, il y a notamment cette petite coupelle qui est vide maintenant parce que j'ai nourri des écureuils. On a 3 écureuils dans le jardin qui sont dans les arbres quelque part et qui viennent tous les matins ici, là. Et donc, on leur donne un peu des noix. Et puis,
Il y a le projet potager où on a une petite serre dans la maison. Bon, c'est pas génial, c'est la première année qu'on le fait, mais on a planté des choses. Il y a des fraises, celle-ci elle fait la tête, celles-ci elles sont plutôt bien, il y a des courgettes, il y a des tomates, il y a un poivron, il y a des fraises, un basilic qui est complètement mort, ciboulettes et des fleurs qu'on a plantées. Voilà, je m'occupe également, entre deux sessions Claude, 2 sessions IA, je fais mon potager. Je vais vous lire un passage d'un article. L'ancien travail nous disait, plantez ce clou, remplissez ce formulaire, passez cet examen, obéissez aux instructions. La carrière était toute tracée et on montait les échelons selon un horizon de temps bien précis. Le nouveau travail nous dit, commencez quelque chose, débrouillez-vous, prenez l'initiative, posez des questions, apprenez, recommencez, prenez des risques. Ça, c'est un truc que j'ai écrit dans un article le 4 août 2017. On est pratiquement 10 ans plus tard. Et plus que jamais, c'est vrai, c'est juste. Et plus que jamais, ça devient important d'oser. Et plus que jamais, ça devient important. Bon, et je vous montre ce matin ce que je suis en train de faire sur mon écran. J'ai la petite fenêtre Claude Code qui m'aide à préparer un post. Alors les posts, c'est jamais satisfaisant à 100%. Par contre, pour brainstormer des angles, des accroches, pour avoir de la matière, je trouve ça plutôt intéressant. Et ensuite, moi, je repasse sur les posts manuellement. Et là, j'ai deux fenêtres Claude Design que j'ai ouvertes. Une qui me permet de faire un carrousel que je vais publier sur mon Insta. Et ici, ça va être pour illustrer un post LinkedIn. Donc, c'est aussi ça, la puissance de... Je pense que c'est aussi ça que permet de débloquer l'IA. C'est de pouvoir faire plus de volume pour le même niveau d'effort et de temps passé. Et c'est un grand paradoxe que tout le monde voit, hein, c'est que l'IA, paradoxalement, ne permet pas de moins bosser, mais tous ceux qui utilisent bien l'IA le disent, ils bossent plus. Et je pense que c'est aussi mon cas. Donc, mais je trouve ça cool, hein. C'est pas du tout un truc que je regrette, au contraire, j'aime bien ce que je fais, donc je trouve ça bien de pouvoir le faire, de pouvoir bosser plus, d'avoir plus d'options et de pouvoir produire plus de choses. Évidemment, il ne faut pas produire pour produire plus, mais moi je veille toujours à garder ma patte humaine et à toujours être à l'origine de tout ce qui est fait, à mettre beaucoup d'input et à retravailler l'output. Mais pour tout ce qui est au milieu, l'IA c'est dingue. Bon, et si jamais vous voulez voir concrètement ce que je teste avec Claude, les workflows que je mets en place, je suis en train justement de filmer des exemples de workflows, de montrer des exemples, et tout ça je le partage dans la newsletter Sauce Writing. Je prends beaucoup plus une approche d'exploration, je documente davantage ce que je fais. Il y a parfois plein de workflows qui marchent bien. Là, ce workflow, il était hyper prometteur, je n'étais vraiment content. Mais en fait, il se trouve que les résultats sont mitigés. Malgré tout, c'est très intéressant de comprendre, je pense, la logique derrière, pourquoi est-ce que je crée ça. Donc si jamais vous voulez les recevoir, je vous mettrai le lien aussi en description de cette vidéo. Bon, aujourd'hui, séance de run. Pour ceux qui ont suivi le dernier vlog que j'ai publié sur la chaîne où je filmais mon premier marathon, vous savez que je me suis blessé à l'essuie-glace et que je traîne cet essuie-glace depuis quelques temps maintenant. Et donc là, ça fait 1 mois que je suis sur le retour, que j'ai bien repris sérieusement. Et aujourd'hui, c'est séance fractionnée. Je remonte vraiment progressivement, je fais plein de musculation pour résoudre ça. Mais c'est séance fractionnée parce que dans 2 semaines, le 7 juin, je cours le 10K à Paris. Et j'aimerais bien faire un temps pas dégueu pour bien reprendre un bon rythme. Première matinée de l'année où je peux bosser sur la terrasse. J'ai le petit café, je vais écrire ma newsletter du mois. Pour info, j'envoie, en plus de la newsletter Sauce Writing, j'envoie ma newsletter personnelle 1 fois par mois, le dernier dimanche de chaque mois. Et là, c'est plus un moyen pour moi de
de raconter un peu ce que je fais, de partager mes réflexions, documenter un peu mon parcours. Je partage aussi toutes les ressources du mois, toutes les lectures du mois que j'ai faites. Et j'ai aucun objectif business dessus, mais si ce n'est de me faire plaisir parce que j'aime profondément ça. Et c'est drôle parce que les mois où je l'envoie pas, je sens qu'il me manque un truc. Alors je l'envoie tout le temps, mais à la fin du mois, je me dis purée, il y a un truc que j'ai pas fait ce mois-ci et ça me manque. Et j'aime bien avoir ce moment où, juste pour moi en fait, où je sais que ça intéresse des gens, donc c'est d'autant plus intéressant. Mais voilà. Et l'autre point, c'est que je me rends compte à mesure que plus on avance, plus l'actif le plus important qu'on construit en tant qu'entrepreneur en ligne, c'est l'audience, c'est le lien avec l'audience, c'est les contenus qu'on publie. Et c'est le fait qu'il y a des gens qui soient exposés aux idées qu'on partage, que certains vont s'y identifier, certains ça va leur intéresser, et ça va donner lieu beaucoup plus tard à plein de projets, à plein d'opportunités qui vont être cool. Les retraites mode avion que j'organise, je pense que 80% des gens qui sont venus jusqu'à présent, les 70% des gens qui sont venus jusqu'à présent, c'est des gens qui à un moment m'ont découvert via un contenu que j'ai publié en ligne, m'ont suivi dans le temps, ont apprécié ce que je fais. Et quand j'ai proposé de venir à des retraites mode avion au Japon, en Italie, et du coup c'était naturel qu'ils aient envie de venir. Donc c'est aussi ça le bénéfice de créer des choses pour soi, pour le temps long, c'est que en fait ça crée des connexions durables, quoi. Vendredi 22 mai, il est 20h30 sur la terrasse, il fait encore 25 degrés, donc c'est très agréable. Je vous partage mes petites lectures du moment. Ce livre que je suis en train de terminer, c'est A Line in the Sand de James Barr. Ça parle de... c'est une période de l'histoire et surtout une géographie que je ne connais pas très bien. Ça se passe au Levant, donc à l'époque c'était la Syrie, l'Irak, la Palestine, Israël, avec un petit bout du canal de Suez et un petit bout de la Turquie en haut. Et en fait, en 1916, il y a, donc c'était à l'époque des empires coloniaux, et donc la Grande-Bretagne et la France se partageaient, se disputaient un peu cette région du monde. En fait, il y a une ligne qui a été tracée, et avec au nord de la ligne, donc en dessous de Beyrouth, Damas, ça a été français, et au sud, ça a été plutôt britannique. Et en fait, le livre raconte tous les rebondissements parce que les Français et les Anglais se sont pas du tout entendus, ils se chamaillaient, ils se faisaient plus ou moins la guerre. Très intéressant, un peu complexe, un peu costaud, mais très intéressant pour rentrer un peu dans cette partie de l'histoire. Et l'autre livre que je vais commencer après, c'est The Goal. C'est un livre, cette fois plus business, qui est très connu pour les gens qui bossent dans la logistique. Et en fait, c'est le livre qui a un peu expliqué la théorie des contraintes. Et la théorie des contraintes, c'est un truc qui est très utile et appliqué dans le domaine du business et même dans le business en ligne où c'est des principes qui peuvent être appliqués. Donc, petite lecture du soir. Je suis en train de faire le montage de ce vlog, je le monte au fur et à mesure et je me rends compte que la vibe de ce vlog et ma vibe en général est très différente d'autres entrepreneurs et d'autres infopreneurs en ligne qu'on pourrait avoir. Je sais pas si vous consommez ce genre de vlog, mais c'est souvent des vlogs à Dubaï, à Bali, grosses voitures, etc. Et là, c'est plutôt Normandie, campagne, maison, petite terrasse, lecture et balade. Mais bon, je trouve ça cool. C'est parti, sortie longue de la semaine. Je suis cette semaine à 13 km. Je cours le matin avant qu'il fasse trop chaud. J'ai pris ma petite gourde, histoire de bien m'hydrater. Et après, direction le brunch. Aux réflexions que je me fais en courant là, ça fait 10 ans pile que j'ai publié mon premier article sur internet. Et quasiment une dizaine d'années du coup que j'ai lancé ma trajectoire entrepreneuriale et que je fais des projets et que je lance des choses. Le truc, l'ingrédient qui fait à mon sens que je suis toujours là 10 ans après, c'est la dalle, c'est garder la faim en soi, parce que c'est très facile
d'être motivé quand on se lance. Et c'est dur de tenir ça dans la durée, qu'on réussisse ou pas d'ailleurs. S'il y a des échecs qui viennent, on peut vite jeter l'éponge en disant que c'est trop dur. Et s'il y a des succès qui arrivent, comme c'est, on va dire modestement mon cas, on peut vite tomber dans le confort et la facilité. Mais c'est les plus grands pièges possibles. Il faut absolument garder cet état d'esprit. Ouais, j'ai la dalle, j'ai faim comme au début. Je suis déter. Je suis pas arrivé. J'ai encore rien accompli. Et tout ça à construire. Jeff Bezos s'est dit every day is day one. Tous les jours tu repars de zéro. Tous les jours tu remets ta blouse et tu repars au combat. Et si tu perds ce mindset là, si tu perds cette mentalité là, c'est très vite le début de la fin. Et donc je fais en sorte de l'entretenir et de la maintenir chez moi. L'un des leviers pour ça, c'est évidemment le sport. Et c'est pour ça que tous les entrepreneurs font du sport. Parce que c'est peut-être, je pense, le meilleur vecteur pour continuer à bosser son mental et garder cette mentalité de tous les jours je fais des trucs durs et je m'y habitue et c'est mon identité et c'est qui je suis. Et pour côtoyer beaucoup d'entrepreneurs, pour avoir lu toutes les biographies d'entrepreneurs, ceux qui durent, il y a souvent deux variables. La première, c'est effectivement ce truc de côté physique du sport qui fait que ça travaille le mental et que je fais des choses difficiles. Et ceux qui n'ont pas ça ou qui n'ont pas le goût de ça, ça veut dire qu'ils réussissent à puiser une motivation, une hargne, une rage plus profonde dans leur parcours, leur enfance, leur histoire de vie. Et c'est souvent les deux indispensables. Lundi 25 mai, il est 8h du matin. Je fais ma petite balade quotidienne, j'essaie de marcher tous les jours. 10-15 minutes avant de commencer le boulot. Ça permet de faire des pas, ça permet de sortir, de se réveiller un peu. Généralement je prends mon café aussi en même temps. Et ça permet d'être au calme pour bien démarrer la journée, bien démarrer la semaine. Donc là on est... Et surtout que cette semaine il fait très chaud, il fait 30 tous les jours. Donc là je profite qu'il fasse encore pas trop chaud pour bien marcher et pour réfléchir un peu à mon point d'attaque pour la semaine, à me mettre dans un bon mindset pour attaquer la semaine. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que les pêches coupées en petits morceaux dans un bol, c'est bien meilleur qu'une pêche dans laquelle on croque directement? Répondez-moi nectarine en commentaire si vous êtes d'accord. Et une populaire opinion, les nectarines blanches un peu dures sont tellement meilleures, elles mettent une vitesse à toutes les pêches trop molles, trop juteuses vont partout. Bon, je termine ce vlog avec ma pêche et par une petite réflexion que j'ai eue là, que j'ai récemment. Cet après-midi, j'ai écrit un email à la liste email Sauce Rating, donc je vais l'envoyer dans les prochains jours. Vous pouvez toujours le recevoir si vous inscrivez après la sortie de ce vlog. En fait, je partage les résultats de ma prospection, le nombre de boîtes contactées, le nombre de rendez-vous que j'ai eu, le nombre de calls, le nombre de deals qui sont signés. Et je partage ça de manière transparente, toujours dans cette posture, de cette logique de la posture de l'explorateur. Donc je trouve ça super intéressant pour les freelances et pour se jauger, pour voir est-ce que j'ai des bons résultats, est-ce que mes taux de réponse sont bons ou pas. Et donc je livre tout ça, avec quelques apprentissages aussi sur ce que m'ont appris cette petite centaine de boîtes que j'ai contactées là depuis un mois. Et un truc que je me disais aussi, c'est que le fait de me dire que j'ai un business qui se prête bien à la prospection, donc au fait d'aller contacter des gens à froid pour leur vendre mes services, je trouve ça incroyablement rassurant et ça donne confiance. Avant, quand je faisais mes accompagnements en formation, c'est un business qui se prête très peu à la prospection. Alors je sais que plein de gens font du setting qui est une mini prospection, mais c'est dur, je trouve, d'aller voir des freelances
et de leur dire achète mon programme en fait. Et d'ailleurs personne ne fait vraiment ça sur le marché. Alors que là maintenant, le fait que je sois basculé sur de la prestation de service en B2B, et ben en fait ça rend le truc beaucoup plus facile possible. Toutes les boîtes sur Terre prospectent, toutes les agences sur Terre prospectent, et tous ceux qui font de la prestation de service, encore une fois, prospectent. Donc c'est un truc qui se fait très bien, et il suffit d'un deal signé pour qu'en fait ce soit hyper intéressant et hyper rentable. Donc bref, je me suis remis à la prospection. Et pourquoi est-ce que je trouve ça rassurant? Parce que c'est juste un jeu de volume. La prospection, quand on fait pas n'importe quoi, quand on est un minimum cadré dans ses efforts, à un moment, la question c'est juste combien de messages t'as envoyé. Et donc, il y a, je trouve, une relation très claire entre l'input que je mets, à savoir le nombre de messages que j'envoie, et donc moi le temps bête et méchant que je passe dessus, avec l'output et avec un taux d'efficacité. Si j'envoie 100 messages et qu'il y en a 2 qui convertissent, je sais que mon taux d'efficacité c'est 2%. Donc, inversement, si je veux signer 2 clients dans les mois qui viennent, bah, je sais que j'ai juste à envoyer 100 messages. J'ai juste à envoyer 100 messages. Oui, c'est du taf, c'est beaucoup, mais en même temps, il y a une ligne droite et encore une fois une relation assez évidente entre le temps que je passe, les investissements que je passe avec les résultats. Ce qui est beaucoup moins le cas, ou ce qui n'est pas du tout le cas avec la création de contenu. Je peux créer du contenu pendant des mois et voir aucun résultat tangible. Je peux publier sur LinkedIn tous les jours pendant 6 mois et il n'y a aucun prospect qui me contacte. Alors que là, c'est beaucoup plus direct. Et encore une fois, ce truc de... je sais que si je passe X temps, si j'envoie X messages, je vais recevoir X, je vais avoir X résultats. Et ça, c'est incroyable, c'est sécurisant, c'est tranquillisant parce que on sait qu'à la fin de la journée, ce qui suffit, entre guillemets, c'est juste de se bouger le cul pour envoyer les messages. Et le truc que je me rends compte, c'est que mes 6 années d'entrepreneuriat, si elles m'ont bien enseigné un truc, s'il y a une compétence que j'ai développée, c'est cette capacité justement à me bouger le cul quand il faut. Et j'ai pas peur de contacter des gens, j'ai pas peur du rejet, j'ai pas peur de me prendre des bides. Au contraire, je me sens armé, je me sens équipé, et je le raconte dans la vidéo, enfin dans le mail que j'envoie, mais je me sens parfaitement à l'aise de prospecter, et je trouve ça intéressant. C'est pas le truc que je préfère faire, mais quand on le voit comme un jeu, je trouve ça intéressant. Bref, je finis ce vlog là-dessus avec... il est 20h, il fait encore 30 degrés, mais j'ai mon petit jardin, donc c'est agréable d'être dehors. Je mange ma pêche, je vais me poser un peu, et je vous souhaite une bonne soirée. D'ailleurs, dites-moi si ce vlog vous a intéressé. Je pense tout le temps à faire des vlogs, et c'est vraiment un format qui m'intéresse, c'est vraiment un format que j'aime bien. Par contre, c'est un peu de travail, enfin c'est quand même du boulot, il faut quand même toujours penser à se filmer, il faut avoir des trucs à dire. C'est une petite charge mentale constante, et surtout, je sais pas si c'est intéressant, je sais pas si ça vaut le coup, je sais pas si c'est cringe. Bon, quoi qu'il en soit, je passe au-delà de ça, mais ouais, je me demande juste si les efforts que je mets là-dedans, est-ce que ça intéresse les gens, est-ce que ça vaut le coup. Quoi qu'il en soit, je pense que je vais en faire d'autres prochainement. J'ai bien envie de m'y tenir davantage parce que je pense que le format vlog a l'air du tout IA, il est génial. C'est humain, c'est authentique, c'est personnel, ça demande du taf, ça demande de l'effort. Bref, tout ce que l'IA, tout ce qui a de la valeur a l'air de l'IA. Try